Merci. Bonjour à vous tous. Chouri. J'aurais aimé vous voir en chair et en os et pouvoir partager tout ça avec vous en vous voyant directement et non pas virtuellement, mais c'est déjà ça, hein, le fait de se voir comme ça virtuellement, c'est mieux que rien. Je remercie toute l'équipe Advic qui a organisé cet événement. Euh, Advic et Rigueur, c'est un partenariat qui a été le point commun, je pense, entre nous deux, c'est entre autres l'entrepreneuriat. Aussi bien Advic que Rigueur, on se soucie de l'aspect entrepreneurial, mais bien évidemment, ici, je vais aborder ça, et c'est pour ça d'ailleurs j'ai intitulé ma présentation La réalité de la recherche en entrepreneuriat, parce que effectivement, et à écouter les personnes qui ont pris la parole avant moi, il faut dissocier deux choses hein, quand on parle de l'entrepreneuriat. Il y a d'abord la réalité, hein, ce qui se fait hein, réellement. Et là, bien sûr, on parle du praticien, hein, de l'entrepreneur. Et il y a ce qui se passe dans la recherche. Hein. Donc, deux choses différentes, mais qui doivent se compléter, hein, ils doivent avoir quelques intersections mais qui sont deux choses différentes. Hein. Certes, ce n'est pas en faisant de la recherche sur l'entrepreneuriat qu'on va devenir entrepreneur. Je pense que, et d'ailleurs, professeur Zouave, il a abordé, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est quelque chose qui est ancré également culturellement. Hein, il faut le dire, il y a des cultures qui prennent l'entrepreneuriat, d'autres moins et d'autres pas du tout. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, du moment où on parle de la réalité de l'entrepreneuriat, l'aspect culturel émerge et forcément, nous sommes dans une culture qui n'est pas une culture qui favorise réellement l'entrepreneuriat, d'où les problèmes que nous connaissons tous. Mais il ne faut pas dire non plus que les recherches ou la recherche en entrepreneuriat n'est pas avancée en Tunisie. Tout au contraire. Hein. Et d'ailleurs, il y a toute une batterie, et là, on peut en discuter pendant des heures, hein, il y a toute une batterie juridique qui s'est développée à travers le temps, qui n'est pas nouvelle en Tunisie et qui encourage, qui encourage l'esprit d'entreprendre. Après, les résultats ne sont pas toujours là, mais le fait que les résultats ne soient pas là ne doit pas remettre en cause l'effort qui a été fait hein, pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, moi, je ne vais pas aborder de l'entrepreneuriat sur le terrain, hein, dans la réalité des choses, mais je vais plutôt aborder la recherche en entrepreneuriat parce que vous le savez autant que moi qu'en Tunisie, en effet, l'entrepreneuriat, c'est un axe de recherche qui fait partie du management. Donc, les spécialistes en management s'intéressent fortement à l'entrepreneuriat. Il l'a dit également, professeur Zouaoui, il y a des postes qui se créent aujourd'hui, hein, des postes en tant que maître assistant hein, de l'enseignement supérieur et qui est spécialisé en entrepreneuriat. Donc, pour montrer hein, l'importance d'enseigner cette matière-là et d'en faire un objet de recherche. Donc, faire de l'entrepreneuriat un objet de recherche, c'est pas quelque chose de nouveau en Tunisie, du moins. Les Tunisiens publient, travaillent sur l'entrepreneuriat et les meilleures revues en entrepreneuriat en vue des publications des Tunisiens. Hein. Je cite à titre d'exemple hein, la revue internationale des PME, par exemple, ou la revue de l'entrepreneuriat. Ces deux revues publient énormément en termes d'entrepreneuriat et il y a plusieurs publications de Tunisiens dans ces revues-là. Il y a également des revues en anglais hein, qui sont classées CNRS et qui ont vu les publications de plusieurs chercheurs tunisiens. Bon. Alors, j'ai partagé ma présentation. Je pense que vous êtes en train de la voir devant vous. Euh, Si vous ne la voyez pas, comme je vous ai dit, donc, la réalité de la recherche en entrepreneuriat, je vais parler essentiellement des théories en entrepreneuriat. Pourquoi j'ai voulu aborder ça Rim, allume ton micro. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon.
Très bien. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que les chercheurs qui travaillent dans le domaine entrepreneurial se focalisent plus sur les modèles, sans pour autant parler de théorie. Alors, ce problème-là, il vient d'où? Il vient du fait que pour certains, l'entrepreneuriat ne constitue pas réellement un objet de recherche. C'est quelque chose, c'est une pratique, hein, c'est une pratique et ça ne doit pas faire l'objet de recherche. Pourquoi publie-t-on dans le domaine de l'entrepreneuriat? Pourquoi faire de la recherche en entrepreneuriat? Pour plusieurs personnes, ce n'est pas un objet de recherche. Donc, même la littérature existante, ça renferme des modèles, les récits de pratiques hein, qui ont été faites. Et donc, on ne voit pas réellement l'apparition de théories hein, en entrepreneuriat. Bon, ce constat-là, il peut être vrai il y a peut-être une vingtaine d'années de cela. Mais aujourd'hui, en 2020, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas des théories dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose d'erroné, c'est faux. Depuis l'apparition et la confirmation de l'entrepreneuriat comme thème de recherche, il y a eu l'apparition de plusieurs théories. Alors effectivement, si on veut parler théorie en entrepreneuriat, il y a les théories traditionnelles et il y a les théories émergentes. Les théories traditionnelles, je vais aborder ça brièvement et après je vais m'intéresser plus aux théories émergentes et j'ai voulu également vous parler de l'université entreprenante parce que c'est un axe de recherche qui attire l'attention de beaucoup de chercheurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une université entreprenante? Comment faire pour rendre notre université entreprenante? Et je vais vous parler un peu de ça comme un exemple. Hein, j'ai pris ça comme un exemple de concept qui connaît un engouement de la part des chercheurs, mais non pas uniquement des chercheurs, mais aussi des praticiens, et qui nous intéresse particulièrement puisque nous sommes linéaires et nous voulons appartenir à des universités entreprenantes. Alors, je reviens donc à la définition de ce que c'est que l'entrepreneuriat pour éviter des remarques telles que les remarques qui ont été avancées tout à l'heure, innovation, entrepreneuriat. Alors, pour pouvoir confirmer est-ce que l'entrepreneuriat, ça se confond avec l'innovation ou pas, il faut revenir à la définition de Schumpeter. Il le dit clairement, l'entrepreneuriat, c'est la somme de l'innovation et de la créativité. Ce qui veut dire que je peux être un entrepreneur sans pour autant être innovateur. Hein, d'accord? Donc, mais innovation avec créativité, ça ne peut que déboucher vers l'entrepreneuriat. Donc, il y a la dimension innovation dans l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non. Ah, je ne sais pas quel micro est allumé parce qu'il y a une redondance. Est-ce que vous m'écoutez? Non, on vous écoute très bien, ouais. Oui, on vous écoute. Très bien. Donc, je reviens donc à la définition de Schumpeter, elle est claire. Hein, donc, moi, quand j'enseigne l'entrepreneuriat, dans ma tête, il y a cette définition-là. Hein, et je vous avoue que parfois, j'ai du mal à dire innovation. Mais il est vrai que si on veut vraiment parler d'entrepreneuriat, au sens strict du terme, je dois rajouter le terme créativité. Donc, un entrepreneur peut ne pas être novateur, mais un novateur, il est systématiquement un entrepreneur. Hein. Donc, voilà, donc brièvement, donc pour qu'on soit d'accord hein, sur la précision hein, des concepts. Après, comme je vous ai dit, en termes de théorie entrepreneuriale, il y a l'aspect traditionnel classique. Hein, et là, il y a principalement les deux approches, l'approche causale initiée par Sarasvati en 2001 et l'approche de découverte avancée par Alvarez et Barnett. Alors, l'approche causale, elle est simple. Donc, simple parce que on considère que l'entrepreneur il a un processus devant lui hein, qu'il va mener, il a un objectif et il va essayer de choisir les moyens nécessaires qui vont lui permettre donc d'atteindre son objectif. Et d'ailleurs, Sarasvati fait une analogie qui est
est très connu, hein, qui est célèbre, l'analogie chef cuisinier. Hein. Si on suppose que moi, je suis chef cuisinier dans un restaurant, je vais demander au client qu'est-ce qu'il souhaite manger. Donc, je vais préparer le menu en fonction et je vais aller faire mes courses, acheter ce dont j'ai besoin pour préparer le menu souhaité par le client. Donc, on est dans une logique causale, on est dans une logique causale stratégique par essence, dans le sens où je vais fixer mon objectif, donc créer un projet, par exemple, et je vais déterminer les moyens dont je dispose et je vais œuvrer, hein, comme le fait le chef cuisinier, je vais œuvrer pour faire ce plat-là, donc pour atteindre cet objectif-là. Donc, je suis libre quelque part de choisir les ingrédients des fournisseurs que je souhaite et j'ai une marge de liberté qui fait que je peux atteindre mon objectif ou mes objectifs d'une manière efficace. Donc, au cœur de l'approche causale, il y a bien sûr des concepts et tous ces concepts-là ont été étudiés massivement dans la littérature. Hein. On a vu, moi personnellement, j'ai vu se multiplier plusieurs thèses qui traitent de l'orientation entrepreneuriale, de l'évaluation, de l'acquisition de ressources, de l'exploitation d'opportunités. Il y a plusieurs concepts qui ont émergé hein, suite à la logique, hein, suite à l'adoption de la logique causale et qui ont donné naissance à plusieurs recherches, plusieurs thèses. D'ailleurs, je prends l'exemple de l'orientation entrepreneuriale, hein, qui est un des concepts clés de l'approche causale. L'orientation entrepreneuriale a été étudiée massivement par des chercheurs tunisiens et professeur Zouabi, il sait mieux que moi, il a dirigé, je pense, plusieurs thèses qui traitent de, ne serait-ce que de ce concept-là lié à l'orientation entrepreneuriale. J'ouvre juste une parenthèse pour revenir à l'innovation. Qui dit orientation entrepreneuriale dit systématiquement innovation. Hein. Il y a l'innovation, la prise de risque, la proactivité. Ce sont des dimensions de l'orientation entrepreneuriale. Donc, vous voyez, on essaye d'échapper hein, ou de s'éloigner un peu de l'innovation, mais du moment où on parle de l'entrepreneuriat, je parle toujours hein, côté recherche, hein, du moment où on parle d'entrepreneuriat, il y a le mot innovation qui est là et il peut se cacher un tout petit peu, mais il refait surface. Voilà, donc là, j'ai repris un peu le processus entrepreneurial. Donc, on est dans une logique causale, linéaire, hein, à travers la reconnaissance, l'évaluation des opportunités. Déjà, le terme opportunity recognition, hein, la reconnaissance entrepreneuriale, c'est un concept qui a été déjà traité dans le cadre de plusieurs thèses, hein, parce que c'est important, c'est le point de départ. Après, le processus, vous le connaissez pour ceux qui sont imprégnés un peu par la recherche en entrepreneuriat savent que forcément, on va parler de l'identification d'une opportunité. Après, on va établir le plan pour atteindre nos objectifs et bien sûr, on va chercher les ressources et les compétences nécessaires pour concrétiser notre projet et notre plan. Alors, à côté de l'approche causale, il y a l'approche découverte, hein, découverte, discovery approach. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Alvarez et Barney en 2007? Ils disent que, effectivement, l'entrepreneur, c'est un chasseur, c'est quelqu'un qui essaye de découvrir, qui est à la recherche de choses nouvelles, de choses qui peuvent être intéressantes et qui méritent d'être exploitées, découvertes et exploitées. Donc, l'entrepreneur, c'est un chasseur dans le sens où il est là, il est en attente, il attend qu'une opportunité se révèle et qu'il va la capturer, il va l'exploiter. Donc, voilà, donc ils mettent l'accent sur le fait que, bien sûr, c'est-à-dire Alvarez et Barney, il montre que toute activité entrepreneuriale est une activité risquée par essence. Et donc, ça nécessite beaucoup de ressources, beaucoup de compétences, ça nécessite une capacité, d'ailleurs, qu'il appelle capacité entrepreneuriale, qui va leur permettre justement de saisir les opportunités qui se présentent sur le marché. Maintenant, je vais parler un peu des théories émergentes. Hein. Les théories émergentes en entrepreneuriat, il y en a plusieurs. Mais moi, j'ai retenu deux théories qui sont aujourd'hui
qui connaissent cursus dans la recherche en entrepreneuriat et je cite particulièrement l'approche effectuelle développée par Sarasvati en 2008 et ce que Becker et Nelson appellent l'entrepreneurial bricolage. C'est le bricolage entrepreneurial. Et en regardant le contenu de ces théories-là, on comprend que elles sont plus, elles s'adaptent mieux à la réalité de l'entrepreneuriat, parce que l'approche causale, elle a montré ses limites parce que le développement de toute activité entrepreneuriale n'est pas un lent fleuve tranquille, ce n'est pas vraiment un processus linéaire constant. Et en même, c'est elle qui a développé l'approche causale, elle le dit clairement, c'est plutôt l'approche effectuelle qui doit être adoptée en entrepreneuriat aujourd'hui. Et effectivement, le terme bricolage, je l'aime bien parce que effectivement, tout entrepreneur est un bricoleur. Et quand je dis bricolage, c'est-à-dire qu'on doit raisonner sous plusieurs contraintes. Que ce n'est pas, je ne peux pas chasser comme ça en n'ayant pas de contraintes. L'entrepreneur a beaucoup de contraintes et il est appelé à faire du bricolage. Pour revenir à l'approche effectuelle et pour revenir également à l'analogie du chef cuisinier, ben, Sarasvati dit également que il y a une deuxième possibilité à laquelle on doit réfléchir, c'est le fait que moi, je suis chef cuisinier et on me demande de préparer un plat selon ce que j'ai dans ma cuisine, soit 15h30. Donc là, je n'ai pas la possibilité de sortir, de faire mes courses et d'acheter ce que je veux pour faire un plat qui soit un plat varié, un plat riche, etc. Donc, je dois me débrouiller avec ce dont j'ai besoin dans ma cuisine à cet instant-là. Et je vais voir si j'ai beaucoup de choses, je peux préparer un plat qui soit varié, qui soit bon. Mais si je n'ai que des tomates et de l'huile d'olive, ben, je vais essayer de faire un plat qui contient des tomates et de l'huile d'olive. Je vais essayer de faire en sorte à ce que ce plat, avec le minimum de ressources possibles, qu'il soit bon. Et c'est cette approche-là qui est appelée l'approche effectuelle. Donc, on est dans une logique vraiment dynamique, dans une de création de nouvelles choses. Et effectivement, cette approche, elle est considérée comme étant effectuelle parce que l'entrepreneur, il va agir selon des contraintes bien particulières. Donc, il n'est pas là à lancer son processus d'identification, de reconnaissance d'opportunités. Après, il va fixer ses plans, etc. Non, là, on est dans une logique effectuelle, c'est-à-dire qu'on doit se débrouiller avec ce dont nous avons besoin. C'est pour ça, d'ailleurs, l'analogie avec le chef cuisinier est devenue célèbre pour montrer que l'entrepreneur, c'est ça. Si moi, je suis un vrai entrepreneur, je dois me débrouiller avec les tomates et de l'huile d'olive. Si je vais chercher à acheter plus d'ingrédients, quelque part, je suis en train de maximiser les chances pour que le plat soit varié et soit bon. Et c'est quelque chose qui peut être fait par tout le monde. Mais un entrepreneur, il doit avoir la capacité de faire quelque chose d'intéressant, quelque chose de bon, quelque chose de nouveau, avec le minimum de choses en sa possession. Donc, la logique effectuelle, elle se base sur l'importance des moyens qui sont à disposition de tout entrepreneur. Également, c'est une approche qui est axée également sur le risque parce que l'activité entrepreneuriale est une activité risquée par essence. Et bien sûr, l'important dans l'approche effectuelle, c'est l'aspect relationnel. L'aspect relationnel, on aborde plusieurs concepts lorsqu'on traite de l'approche effectuelle, tels que le capital social, le portefeuille de connaissances à disposition de l'entrepreneur. Donc, vous voyez, ici, il y a le modèle dynamique, le modèle effectuel, qui est par essence dynamique. Vous voyez que le processus n'est plus le même par rapport à l'approche effectuelle, dans la mesure où, comme vous voyez,
toujours par des questions à qui je suis, qu'est-ce que je connais, qui je connais, et après, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire. Et à travers ces questions-là et à travers les interactions que je peux avoir avec les autres, je peux déterminer mon engagement effectuel, hein, mon engagement effectuel à travers de nouveaux moyens et de nouveaux objectifs. Hein. D'accord. Donc, elle est plus intéressante parce que effectivement, elle met l'accent sur le côté dynamique, sur le côté relationnel, sur le côté interactionnel hein, avec les autres parties prenantes. Je reviens maintenant au bricolage. Hein. Le terme bricolage, comme je vous ai dit, est intéressant en entrepreneuriat aujourd'hui parce que qui dit bricolage dit plusieurs combinaisons possibles, plusieurs ressources euh, qui sont à notre portée et que nous devons exploiter hein, pour pouvoir entreprendre, je dirais même pour pouvoir innover. Hein, d'accord. Donc le bricolage, c'est ça, c'est créer quelque chose à partir d'un minimum de ressources à notre disposition. Et la réalité des entrepreneurs fait que effectivement, on les considère réellement comme étant des bricoleurs. Hein. Et ici, bien sûr, euh, on parle de l'enactment. Hein, et je ne veux pas vraiment creuser davantage dans la recherche, que tout entrepreneur ne peut pas vraiment atteindre une situation à la meilleure. Hein. Il ne peut que maximiser sous contraintes. Et il y a plusieurs contraintes. Hein. Il y a les contraintes physiques, il y a les contraintes liées au marché de travail, il y a les contraintes en termes de compétences, les contraintes institutionnelles, bien sûr, et j'en passe. Alors, je vous ai dit que je voulais parler de l'université entreprenante et je pense que aujourd'hui en Tunisie, on commence à donner beaucoup d'importance à cet aspect-là de l'université entre nous les enseignants, peut-être les étudiants moins, mais nous les enseignants, nous avons vécu ces derniers temps hein, les élections au niveau des universités, hein, les différentes universités tunisiennes. Et ce qui est bien avec le principe de vote et le principe de concurrence lié à plusieurs projets, à plusieurs prétendants à la présidence des universités tunisiennes, et que nous avons assisté à plusieurs programme électoral. Donc, chaque président, qui présidait une université, et il est appelé à présenter un programme électoral. Et dans ce programme, certainement, il faut que cette personne-là parle de sa vision de l'université tunisienne de demain. Et j'ai vu, hein, du moins dans notre université, l'université de la Manouba, nous sommes conscients, la présidente, elle est consciente de la nécessité de faire de notre université une université entreprenante au vrai sens du mot. Hein. Et pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'une université entreprenante, la littérature, elle est là et elle nous informe. Hein ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'une université entreprenante. Là, j'ai fait rapidement une capture d'écran d'un article qui est daté de 2012 et qui parle du développement de l'université entreprenante. J'ai mis le schéma devant vous, vous le voyez. Donc, pour pouvoir réellement parler d'une université entreprenante, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. D'abord, il y a les facteurs internes. Et dans les facteurs internes, il y a les ressources et les capacités. Hein. Bon, capability, c'est pas vraiment capacité, mais je ne vais pas vraiment entrer dans les détails. Je dis que c'est les ressources compétences. Alors, les ressources et les compétences, bien sûr, il y a les ressources humaines, les ressources financières, physiques, commerciales, il y a les réseaux, la localisation, tout ça joue pour faire une université entreprenante hein, ou entrepreneuriale. Hein, on peut dire les choses de deux manières. Alors, je parle toujours de l'université de la Manouba à laquelle nous appartenons majoritairement. Bien évidemment, les ressources à disposition
à la disposition ne sont pas les mêmes que les ressources et les compétences à la disposition d'autres universités situées également en Tunisie. Donc, il y a les facteurs internes en termes de ressources et de compétences qui varient d'une université à l'autre. Mais également, il y a les facteurs environnementaux. Et ici, comme c'est noté devant vous, il y a les facteurs informels et les facteurs formels. Et vous voyez, il y a plusieurs éléments auxquels nous devons porter beaucoup d'attention. Je prends juste un exemple qui est Entrepreneurial Teaching Methodologies, hein, l'enseignement entrepreneurial, dimension de l'université entreprenante. Hein. Et aujourd'hui, avec le déploiement de l'enseignement à distance, nous sommes réellement dans cette logique-là d'enseignement entrepreneuriaux. Hein, d'accord. Et ici, bien sûr, si on va raisonner en termes d'outcome, vous voyez, il y a le teaching, hein, enseignement déjà, mais un enseignant universitaire, il peut se contenter uniquement de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il est là et il enseigne, il vient, il assure ses heures de cours et il rentre chez lui. Donc, cet enseignant-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas le considérer comme étant un enseignant entrepreneur. Hein. Il se limite uniquement à l'enseignement, à donner ses cours, hein, qui est une obligation d'ailleurs qui peut lui. Mais également, il y a des enseignants qui sont portés que pour la recherche. En Tunisie, les enseignants donnent de l'importance. C'est un des déterminants de l'évolution de leur carrière. On sait très bien que si on ne fait pas de la recherche, on ne peut pas avancer dans notre carrière. Donc, on est appelé à faire de la recherche et à faire de la bonne recherche. Également, il y en a des enseignants qui accordent beaucoup de recherche. Ils accordent de l'importance uniquement à la recherche. Ça aussi, ça ne fait pas de lui un enseignant entrepreneur. Il y en a d'autres qui, mais là, le cas de l'activité entrepreneuriale, il n'est pas vraiment très répandu en Tunisie. Hein. On est pratiquement dans la logique de l'étude, je pense. Hein. Là, je donne comme ça des valeurs sans faire une recherche a priori, mais je pense que la majorité sont dans cette logique-là, hein, de teaching uniquement. Il y a une proportion qui commence à grandir et qui porte son attention sur la recherche, mais réellement des activités entrepreneuriales isolées, il est rare de trouver des enseignants occupés uniquement avec les activités entrepreneuriales. Donc, si on va traiter uniquement ces trois aspects séparément, on ne peut pas parler d'enseignant entrepreneur. Un enseignant, il est considéré comme étant réussi s'il réussit à combiner ces trois activités ensemble, hein, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche et activité entrepreneuriale, je traduis ça par la participation à la vie universitaire. Si un enseignant il est capable de faire ces trois choses à la fois, en adoptant bien sûr des méthodes innovantes, hein, comme l'enseignement à distance, c'est un exemple, on peut considérer qu'il s'agit d'un enseignant entrepreneur. Et donc, c'est ça l'université entrepreneuriale, c'est la combinaison de ces méthodologies d'enseignement entrepreneurial avec plusieurs autres dimensions telles que l'éducation, les mesures de support de l'entrepreneuriat et les universités tunisiennes regorgent de programmes de formation, un professeur Job l'a dit tout à l'heure, de plusieurs programmes. Donc, il y a les masters en entrepreneuriat, il y a les matières en entrepreneuriat qui sont multiples. Hein, on les voit un peu partout, aussi bien au niveau de licence, au niveau de master, et même pour les cours doctoraux, il y en a des cours sur l'entrepreneuriat. Également, une autre dimension de l'université entreprenante, c'est la structure de gouvernance, bien sûr, hein, une structure de gouvernance qui est orientée entrepreneuriat, également. Donc, c'est un peu ça la définition ou les dimensions contenues dans le concept de l'université entrepreneuriale. Alors ici, il y a un schéma donc que j'ai pris, qui est récent, d'un article daté de 2020.
où il essaye de faire une méta-analyse sur les différentes publications qui ont été faites sur le concept de l'université entrepreneuriale. Et comme vous voyez, la Tunisie, on est là, hein, donc c'est une surface grise pour dire qu'il n'y a quasiment pas de publication sur le concept d'université entrepreneuriale en Tunisie. Il y a de la recherche sur d'autres concepts, mais pas l'université entrepreneuriale ou entreprenante. Hein. Donc, ça montre que c'est un concept qui doit être fait, qui doit être étudié, et pour cela, il faut qu'il y ait un engagement déjà en amont de par nos universités pour qu'on puisse travailler et voir réellement la réalité des universités entreprenantes en Tunisie. Hein. Donc, c'est un concept qui mérite d'être étudié. Également, j'ai intégré voilà, ici c'est le nombre d'articles publiés par an. Vous voyez sur le concept hein, de l'université entreprenante, hein, vous voyez la courbe, elle ne fait que augmenter de 1981. Il y a pratiquement rien en termes d'université entreprenante. Bien sûr, hein, c'est un graphique fait sur une méta-analyse. Et réellement, on commence à parler de l'université entreprenante, hein, entrepreneur et l'université. On commence à parler de cet axe-là, disons, à partir de 2005. Et la courbe ne fait que vraiment augmenter. Là, on avoisine hein, les 80 publications par an. 80 publications par an sur le concept de l'université entrepreneuriale. Nous sommes engagés, je pense, en Tunisie à avoir les programmes électoraux universités pour faire des universités entreprenantes montre que même en Tunisie, je pense, on va avoir le développement de thèses, probablement de recherche sur les universités entreprenantes et voir le nombre augmenter et on va sortir, hein, je pense, on va sortir de cette zone grise pour voir un peu ce recherche sur le monde universitaire, parce que nous aussi, les universitaires, nous sommes appelés à être entrepreneurs et ne pas se contenter de donner un cours et de rentrer chez soi. On est obligé hein, d'innover dans notre méthode de travailler et essayer de développer plusieurs choses pour le bien des étudiants, pour le bien des enseignants, pour le bien de la communauté. Chaque université, elle est ancrée dans un territoire et il est obligé également de prêter attention à ce qui existe sur ce territoire-là. Je pense que j'ai terminé ma présentation. J'espère qu'elle va être utile pour vous, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui aiment l'entrepreneuriat. Voilà, donc je suis à votre disposition pour des questions, des remarques, des suggestions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rim. Bon, on va passer directement la parole à M. Anout parce que j'ai remarqué qu'on a un petit peu débordé dans le timing, on est désolé. Donc, M. Anout, on s'excuse, vous pouvez commencer. Monsieur Anout, je ne sais pas s'il nous écoute. Bon, le temps qu'il vienne, s'il y a une question pour Rim, sinon on passe directement à Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, sinon, si Monsieur Laurent n'est pas là, on peut passer directement. Est-ce qu'il y a des questions adressées à Madame Hachena d'abord? Oui, je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, Rim, bon, je te remercie pour cette bonne présentation. Mais concernant l'université entrepreneuriale, moi, je pense que l'un des principaux écueils, l'un des principaux obstacles dans notre pays au développement de l'université entrepreneuriale, c'est le principe d'autonomie, hein, l'autonomie des universités. C'est vrai que
On est encore, bien sûr, il y a un certain degré d'autonomie financière que les universités ont obtenu, mais on est vraiment, on est encore en retard à ce niveau-là. Et même parmi l'un des principaux axes de la réforme universitaire en Tunisie, c'est l'autonomie qu'on n'arrive pas à avoir. Il faut dire que sur un ensemble de décisions, beaucoup de décisions importantes, la décision revient au ministère, revient au centre. Rien que le recrutement, qui demeure encore un recrutement national, qui n'est pas au niveau d'université, le fait aussi d'avoir des recettes propres, c'est-à-dire des entrées, le fait par exemple, de proposer des services moyennant, disons, un prix, les universités ne peuvent pas le faire. Et donc, il me semble que le passage par l'autonomie, la concrétisation du principe d'autonomie des universités est indispensable pour le développement de l'université entrepreneuriale. Merci. Merci, César. Oui, monsieur Hanout, on vous écoute. Oui, tout à fait, c'est Mahmoud. On ne peut pas parler d'université entreprenante s'il n'y a pas le principe de… Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Ça a été coupé, Rim. Oui, je suis tout à fait d'accord avec professeur Zouabi. C'est évident, on ne peut pas parler de ça sans avoir une indépendance au niveau des universités, tout à fait. Mais je pense que c'est l'avenir, et ça va venir, on est obligé. Autrement, ça va limiter énormément le potentiel de chaque université. Et je pense que ça peut être intéressant d'ailleurs. Oui, vous avez raison, oui, mais c'est l'un des axes les plus difficiles de la réforme, l'autonomie ou l'indépendance de c'est vrai. Okay, tout à fait, oui. Merci. Merci, Rim, pour ces informations, c'est très riche. Monsieur Laurent, on vous écoute. On s'excuse pour le retard.